Je vous présente aujourd'hui notre 384e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons commencer avec cette excellente nouvelle, la libération de l'otage français Serge Lazarevic après 3 années de captivité aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Dernier otage français officiellement, car il en reste encore un chef d'orchestre français, Rodolfo Casares, enlevé au Mexique le 9 juillet 2011 passé par le cartel de la drogue. Alors, la France, selon vous, a-t-elle payé une rançon pour récupérer Serge Lazarevic? Et pourquoi laisse-t-elle l'autre otage seul? Oui, enfin, écoutez, d'abord, on peut se réjouir du fait que Lazarevic ait été libéré, le pauvre garçon qui attendait depuis 3 ans. Je suis à peu près convaincu que de l'hypocrisie du gouvernement français qui claironne qu'il ne paye pas de rançon et qui n'échange pas les otages. Je crois que c'est faux. Et je crois que donc les Français ne sont pas à l'abri. Leur conseiller de ne pas aller dans les endroits où on enlève, c'est complètement absurde. Et en effet, il y a quelque chose d'un peu choquant du fait qu'il reste un otage au Mexique et qu'il n'y a pas que les otages qui sont dans le Moyen-Orient. Il y en a d'autres. Je pense que le gouvernement français s'en occupe aussi et j'espère qu'il ne paye pas de rançon parce que je crois qu'il a déjà un certain déficit. Vous me direz qu'au taux où on emprunte l'argent, le président de la République et le gouvernement ne sont pas très gênés de le faire et de continuer à augmenter la dette faramineuse déjà de 2000 milliards. Bon, encore une fois, cette guerre durera et il y aura des épisodes douloureux et nous devons nous apprêter à y faire face de façon courageuse. Alors, les élections législatives partielles à 3, second tour donc ce dimanche 14 décembre à venir, opposant Bruno Subtil, candidat Front National, à l'UMP Gérard Menuel. Selon vous, le Front National a-t-il une chance de l'emporter? Oui, je pense qu'il a une chance parce qu'il y a 75% d'abstention. Alors on a tout de même apporté, si j'ose dire, la preuve par 3 que le Front National était capable de progresser beaucoup plus encore qu'il l'avait fait. Mais le deuxième tour peut être décisif si les citoyens veulent bien se donner la peine de se mobiliser et de donner un signal à l'opinion, à savoir qu'aux prochaines élections, on va assister, je l'espère, à une grande victoire du Front National. Il faut pour ça trouver beaucoup de candidats. Nous avons 2000 cantons. Par conséquent, il faut 4000 candidats. Il faut que les gens acceptent d'être candidats du Front National. Il ne suffit pas de voter, il ne suffit pas d'être ami ou d'être adhérent. Il faut se porter candidat de façon à ce que nous remportions dans ce domaine des élections départementales une belle victoire. Et c'est ce qui est le plus difficile parce que les gens ont peur de s'engager au vu de représailles quant à leur boulot. Oui, mais enfin, je pense que maintenant, au point où nous en sommes, ils ont beaucoup plus à perdre en ne faisant rien qu'en se présentant. Bien, merci. Alors, l'arrêté préfectoral en Île-de-France, requêté par Anne Hidalgo, maire de Paris, interdisant désormais les feux dans la cheminée, et non pas les feux de cheminée, désormais annulé par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Selon vous, y a-t-il une histoire de règlement de compte personnel là-dessous? Je ne sais pas. Entre ces deux femmes je ne sais pas, mais en tous les cas, là, si je dois prendre parti, je prendrai parti pour Ségolène Royal, qui est pour la liberté et pour le respect d'une tradition qui est aussi vieille que l'humanité, qui est le respect du feu. Et quel feu plus sympathique que le feu de bois. Je ne crois pas du tout les spécialistes qui nous disent que les quelques cheminées qui à Paris font plus de pollution que l'ensemble des véhicules. Ça me paraît absolument bidonné. Mais je pense qu'il y a une espèce de tentation du socialisme de vouloir tout réglementer, tout encadrer, tout interdire. Non, j'espère que quand même, là, Ségolène l'emportera sur Hidalgo. Bien, alors Marine Le Pen publiait ce mardi les noms des banques françaises ayant refusé d'accorder un prêt bancaire au Front National. Alors certains médias la critiquent désormais quant à son contrat bancaire avec une banque russe. De qui se moque-t-on? Oui, mais écoutez, d'ailleurs, la phraséologie joue un très grand rôle dans tout ça. Et on voit bien que le discours des médias est gauchis. Habituellement, je prends un exemple. Il y a un des otages qui a été assassiné. On lui a tiré une balle dans la tête. Eh bien, à France Info, ça devient mort en captivité. Voilà, c'est ça.
Bon, il en est de même pour les banques. Le Front National reçoit de l'argent russe. Non, il a reçu des euros. Et d'ailleurs, la banque russe est assez avisée, puisqu'elle a fait une très bonne affaire au départ en prêtant en euros, alors que le rouble était en train de dégringoler. Ils ont déjà fait un bénéfice important. Et cela étant, eh bien, nous sommes prêts à recevoir des prêts de tous les pays ou de toutes les banques qui sont faites pour ça en principe, hein, et qui devraient le faire. Ça devrait être les banques françaises. Et on peut s'étonner en effet que dans un pays qui se donne comme le parangon de la démocratie, les partis politiques soient obligés d'aller rechercher à l'étranger des moyens de financement de leurs campagnes électorales. Oui, d'ailleurs, la banque russe n'a pas tellement fait de cadeau au Front National, en ce sens où il me semble que le taux d'intérêt est assez élevé. Moi, je crois même que ce n'est pas une bonne affaire. En effet, le taux d'intérêt est très élevé. Et donc, par conséquent, s'il fallait une preuve de notre bonne foi et de notre innocence, eh bien, elle serait apportée là. Alors là, la loi croissance et activité du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, vous semble-t-elle bien réaliste ? Écoutez, il y a tout et le contraire de tout dans sa loi. Il y a 4 ou 5 sujets différents, ce qui justifierait, selon moi, la nécessité de la rejeter. Ce qui peut-être risque d'arriver. Encore que probablement le mélange qui a été fait a pour but de forcer les gens à un moment donné, voter en faveur de la loi, puisqu'il y aura au moins une des choses qu'ils souhaitaient qui est présentée. Donc je crois que c'est de la bouillie pour les chats, c'est de la gesticulation, et je pense que ça n'aura pas de conséquences économiques, parce que la première des choses pour que l'économie reprenne, il faut qu'il y ait une demande. Or, la demande ne cesse de diminuer compte tenu du fait que les gens sont de plus en plus pauvres. Il y a de moins en moins d'argent disponible. Par conséquent, on aura peut-être une petite flambée comme ça, affective au moment de Noël et en direction des enfants. Et puis, dès l'année prochaine, nous allons reglisser sur la pente du chômage et de tout ce qui en découle, de l'appauvrissement général de notre pays. Oui, alors cette histoire d'ouverture des magasins 12 dimanches par an au lieu de 5, sera-t-elle, selon vous, un véritable facteur de relance de la consommation des ménages, comme il l'affirmait l'autre jour sur France Info? Je ne crois pas, mais je crois qu'il y a quand même un équilibrage qui a été fait, c'est que c'est laissé en quelque sorte à la disposition des maires. Ce sont les maires qui décideront si les magasins seront ouverts le dimanche ou pas, ou s'il y a une activité. Je dois dire que sur le sujet, ma foi, je crois qu'il y a déjà pas mal de gens qui travaillent sur le dimanche. Hein. Donc il y en a tout petit peu plus. 5, 12 au lieu de 5, c'est pas ça qui me révolte. Voilà, ça. Bien, alors en Sarthe, le maire de la petite ville de Sargé-lès-le-Mans a décidé qu'un plat de substitution au repas contenant du porc ne serait pas proposé aux élèves de la cantine scolaire. Êtes-vous choqué par cette décision? Oui, je ne sais pas. Je dois dire que je pense qu'on peut prévoir une bouillie de pois cassés en échange. Oui, c'est ça. Des légumes seront prévus. Oui, je crois que voilà, il faut trouver un moyen quand même que les gens qui souhaitent respecter leur religion puissent le faire sans tralala, sans coup de trompette, etc. Mais ne pas se laisser imposer, en revanche, un certain nombre de revendications communautaristes qui, elles, sont hors, me semble-t-il, de notre tradition. Bien, alors Barack Obama dénonce officiellement les tortures infligées aux détenus de Guantanamo. Marine Le Pen, suite à ce sujet, a donné son avis mercredi sur le plateau de M. Bourdin et se retrouve aujourd'hui accusée par la Ligue des droits de l'homme d'apologie de la torture. Que cela vous inspire-t-il? Écoutez, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'il s'agit des tortures de la CIA. En conséquence, ce n'est pas Marine Le Pen à qui il faut demander des explications, mais il faut demander ça à l'ambassadeur des États-Unis. Il faut demander ça aux représentants de l'OTAN qui ont certainement un avis sur le sujet, puisque M. Obama bat sa culpe alors qu'il est quand même le chef du gouvernement.
américain, c'est lui qui est responsable de cette chose-là. C'est quand je vois qu'une chose, c'est qu'on désarme sans arrêt les forces de l'ordre, sans pouvoir bien sûr désarmer les forces du désordre, de l'anarchie et de la violence et du crime. Alors, je crois qu'un beau jour, les forces du crime l'emporteront sur les forces de l'ordre, puisque celles-ci sont systématiquement désarmées. Cela étant sur le sujet, moi je vais procéder à un certain nombre de poursuites contre un certain nombre de gens qui ont dit, comme M. Berger, je crois, ou M. Leroux, que c'était génétique chez les Le Pen, la torture. Je signale que j'ai gagné mes procès en diffamation sur ce sujet, oui. Que je suis un député qui a quitté son mandat pour aller avec le contingent qui envoyait le gouvernement français, que le gouvernement français était socialiste, que c'est ce gouvernement socialiste qui a investi le général Massu et la 10e division parachutiste de la mission de protéger la population d'Alger contre le réseau terroriste qui posait des bombes. Ça, c'est la réalité qu'on essaye de faire oublier dans les commentaires de presse, que je rappelle s'il en était besoin. Bien sûr. Alors François Hollande, lui, lors d'une visite éclair à Moscou, rentrant du Kazakhstan, s'est vu signifier fermement par le président Vladimir Poutine que le remboursement intégral des 2 Mistral commandés serait exigé en cas de non-livraison des 2 navires. Je ne crois pas que ce soit exact, ça, parce que je ne pense pas qu'ils ont officiellement, ils n'en ont pas parlé. Simplement, c'est un commentaire qu'a fait le président Poutine après cette rencontre, et il a dit ce qui me paraît assez évident, que si la France ne respectait pas son contrat, la Russie ferait jouer les clauses en quelque sorte de rédemption. Et par conséquent, il faudra racheter ce que nous avions espéré, un petit bénéfice sur la production, la construction d'un bateau de guerre. Ben, si on ne respecte pas nos contrats, nous serons sanctionnés, bien évidemment. Alors la Chine, désormais plus grande puissance économique du monde. Alors elle rachète l'aéroport de Toulouse-Blagnac, entre autres, parmi les plus grands vignobles de France, de Bordelais, mais aussi Châteauneuf-du-Pape, etc. Êtes-vous très inquiet? Non, tant qu'on achète des choses qu'on ne peut pas déplacer, ça ne m'inquiète pas trop. Encore que je crois que dans le temps, un Américain a comme ça démonté un château pour le faire construire, pour le reconstruire au Texas. Mais enfin, c'est anecdotique ça. Non, je ne crois pas que la Chine soit encore aujourd'hui la première puissance du monde. Elle en est la 2e, mais elle le sera peut-être un jour, je ne sais pas. Elle a aussi ses propres faiblesses, et au fur et à mesure justement de son développement, on s'aperçoit que aussi ses faiblesses grandissent, bien sûr. Alors, bon, j'en accepte l'augure. Après tout, la Chine est un très grand pays, et je souhaite que nous puissions avoir des relations pacifiques avec tous les pays du monde, y compris la Chine. Et alors, vos déplacements, Jean-Marie Le Pen, là? Eh bien, écoutez, là, je vais partir à Marseille tout à l'heure pour le conseil régional. Je fais d'ailleurs un meeting ce soir, je crois que c'est à Marignane, si je ne me trompe pas, un dîner-débat, quelque chose comme ça. Et puis il y en a un certain nombre d'autres, parce que va commencer maintenant la litanie des galettes de roi. Oui. Malheureusement, ça se fait toujours le samedi et le dimanche, ce qui constitue une charge de travail importante. Il faudrait un petit peu qu'ils changent, qu'ils fassent ça un peu en semaine aussi, si c'est possible, parce que moi, je n'arriverai pas à tout faire. Bon, on va transmettre. À moins de faire les galettes des rois jusqu'au mois de décembre. Oui, c'est une idée. Eh ben, je vous remercie infiniment. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. À bientôt. Vous ne m'avez pas interrogé sur mes livres. Ah oui, alors non, vos lectures. Écoutez, je pensais que vous étiez encore en plein milieu de votre lecture. Je suis en train de lire un livre que j'ai déjà lu, relire un livre sur ces bombardements qui ont eu lieu en France pendant la guerre. Je crois qu'on a largué sur la France, les Alliés ont largué 600 000 tonnes de bombes. Et dans des endroits qui m'intéressent, comme l'Orient, vous savez, a été rasé à 95%, ainsi que Saint-Nazaire, ainsi que certains nombre. Bien sûr, là, je ne parle pas de la Normandie, je parle de la Bretagne pour l'instant. Et rien qu'à l'Orient, il est tombé 4000 tonnes de bombes. Bon, c'est vous dire que les Français ont payé cher les prémices de la libération, puisque je crois qu'il y a eu, les bombardements ont causé 67 000 morts.
Alors évidemment, à cette échelle-là, les événements qui nous arrivent aujourd'hui apparaissent comme dérisoires, parce que nous avons vécu ces événements-là, et les Français, enfin la France les a vécus en tout cas, et je ne voudrais pas qu'ils les revivent. Ce qui est plus essentiel que tout, c'est de protéger la France contre ce risque-là. Voilà. Bien, entendu. Merci beaucoup.